Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast sur les manipulations et les leurres des contacts. Et on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 3 février 2024 à Paris 14e. Cette conférence est en présentiel, donc ça sera sur le thème de la fausse lumière et c'est très très important parce que énormément de personnes sont dans la fausse lumière et ne savent même pas. Donc vraiment, c'est une information très 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 importante. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, on mettra un lien avec notre adresse mail, le programme de la conférence, les lieux de la conférence, juste en dessous de ce vidéocast. Absolument. Et on voulait vous annoncer également que Paul Ponceau fait un webinaire le vendredi, pour le coup c'est un vendredi 19 janvier 2024 de 19h à 23h. Et qu'il reste encore quelques places. Et il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce webinaire, ça portera sur le projet Bluebeam. Et le projet Bluebeam a plusieurs niveaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est vraiment un thème qui est très intéressant et d'actualité. Exactement. C'est vraiment d'actualité. On va voir que dans ce webinaire, on verra que beaucoup de personnes dans la recherche de vérité ont des concepts complètement erronés à propos du projet Bluebeam. C'est beaucoup plus vaste qu'on peut le penser. Absolument. Donc, pour les manipulations, les leurres des contacts, qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce que c'est encore un vaste programme. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de personnes dans l'ufologie distinguent les abductions, donc les enlèvements par des entités non humaines. Ça, on fera un podcast sur les abductions à l'occasion ou sur notre chaîne YouTube ou bien sur Au-delà de l'illusion. Et il y aura très probablement un webinaire consacré aux abductions, donc très bientôt. Donc, et les contacts où les personnes ne sont pas enlevées contre leur gré, mais sont contactées physiquement, parfois en astral, mais le plus souvent physiquement, par des entités non humaines. Et beaucoup de gens dans l'ufologie, alors je fais ça de manière extrêmement rapide, tentent à penser que les contacts sont positifs et que les abductions sont négatives. Mais en fait, quand on creuse les contacts, quand on regarde ce qu'il y a derrière les contacts, on se rend compte que c'est les mêmes entités qui sont derrière les contacts et les abductions. Ce sont les mêmes entités, mais ces entités sont capables de modifier leur forme. Et les entités vont leurrer les personnes lors des contacts. Elles vont prendre des aspects beaucoup plus humains. Lors d'abduction, elles prennent leur aspect d'origine. Et leur aspect d'origine, c'est un aspect de type gris, de type reptilien, de type insectoïde. Globalement, je simplifie. Et ces entités sont ce que les gnostiques appelaient les archontes, ce que les musulmans appellent les djinns, ce que les chrétiens appellent les démons. Mais en gros, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ce sont des entités qui sont physiques, qui viennent d'autres dimensions, de dimensions parallèles, et qui peuvent se matérialiser dans notre réalité et enlever physiquement des gens. D'où le phénomène des abductions, d'où le phénomène des hybridations, etc. Et dans les abductions, on remarque qu'il y a toute une manipulation psychologique de l'abducté, une manipulation de la perception de l'abducté. Et tout cela a été montré par des gens comme le docteur David Jacobs, qui a, par exemple, parlé du mind scan. Le mind scan, c'est en gros les entités qui vont rentrer dans l'esprit de l'abducté et manipuler sa perception. Il y a toute une manipulation de la réalité. Alors, les contacts,
sont faits par des entités qui, à première vue, paraissent beaucoup plus positives. Et très souvent, pas toujours, mais très souvent, les contacts sont faits par des entités d'apparence humaine, d'apparence gris, d'apparence blond, d'apparence nordique ou tout simplement d'apparence humaine. Et ou bien les entités peuvent avoir une apparence moins humaine, mais être beaucoup moins inquiétantes que les gris et tout cela. Et Ça, c'est pour dissuader c'est pour en fait leurrer, le ré. leurrer le contacter à consentir aux entités sans âme, pour penser que les entités sans âme sont des frères des soi-disant frères de l'espace, parce que la notion même de frères de l'espace, c'est une énorme manipulation également. Et il y a des contactés comme Georges Adamski, par exemple, qui sont absolument authentiques, qui ont été leurrés par ces entités sans âme qui se sont fait passer pour des soi-disant frères de l'espace. Georges Adamski, par exemple, ses contacts ont été authentifiés puisqu'il y a des chercheurs, notamment Michel Zierger et d'autres comme d'autres aussi, un chercheur danois, deux chercheurs danois et des chercheurs japonais qui ont travaillé sur les photos qui ont été prises par Georges Adamski lors de son premier contact dans le désert en 1952. Ces photos ont été révélées avec des moyens informatiques et l'entité décrite par Adamski, il s'est avéré qu'elle était présente sur la photo. Or, sur les originaux, on ne pouvait pas voir l'entité. Il fallait vraiment des moyens informatiques pour aller voir dans le détail. Donc cette entité, vue par Adamski, était présente entité d'apparence humaine, blonde aux yeux bleus, auquel Adamski avait donné le nom de Horton. Donc, il ne savait même pas qu'elle était présente sur le film, il ne pouvait pas le savoir. Donc, ça a démontré le cas de Georges Adamski. En plus, quand il a eu ses contacts, il était en présence de témoins, c'est ce qu'il faut savoir, en présence aussi d'une femme, Madeleine Rodeffer, qui était une femme qui était liée au corps diplomatique américain et tout cela, qui a photographié une soucoupe volante, basiquement, en même temps qu'elle apparaissait à Adamski et tout ça. Donc il y a énormément de témoignages et Adamski, c'était quelqu'un d'absolument sincère, qui a été berné par des entités non humaines qui se faisaient passer pour des soi-disant frères de l'espace. Et là, on parle d'un contact physique. C'est un contact physique avec des preuves photographiques, avec un déplacement vers d'autres planètes qui était très probablement un déplacement physique dans d'autres dimensions parce que les entités non humaines, les entités sans âme, leur les contactaient à penser qu'ils ont été sur d'autres planètes alors qu'ils ont été sur d'autres dimensions. Le contact de Georges Adamski a en plus été l'essentiel de ce qu'a dit Georges Adamski a été authentifié par des personnes qui le connaissaient, par des personnes qui d'ailleurs le connaissaient, pour certaines ne l'aimaient pas, qui ont dit que ces contacts étaient absolument réels. Et puis il n'avait aucune raison de mentir, aucun intérêt à mentir. Louise Zinstak, par exemple, qui était un peu la représentante d'Adamski en Suisse, a écrit un livre sur les contacts de Georges Adamski et puis lui révélait des choses sur les entités qui le contactaient. Ces entités qui le contactaient, il s'est rendu compte à partir du début des années 60 qu'il était manipulé par les entités qu'il contactait, au moins une partie des entités qu'il contactait. Ça, c'est une certitude qui a été retranscrite par Louise Zinstak. Et Louise Zinstak
a dit qu'Adamski lui a révélé, donc dans les années 60, qu'il était contacté par deux groupes, un groupe dits positif et un groupe dit négatif, et qui était, selon Adamski, extrêmement négatif. Donc, tout est transcrit dans le livre de Louise Dienstag qu'elle a coécrit en 1980 avec Timothy Good. Et moi, j'ajouterais que toutes les entités qui contactaient Adamski le manipulaient. Il n'empêche, Adamski était sincère, son contact était une expérience qui était une expérience physique, une expérience réelle. Est-ce qu'il y a des contacts positifs? Des contacts physiques comme ça positifs, c'est extrêmement rare. Je ne dis pas qu'ils sont tous négatifs, mais 99%, il y a cette notion de manipulation. Et c'est ça qu'on va étudier vraiment dans ce podcast, cette notion de manipulation du contacté. Donc, Georges Adamski, contacté absolument sincère, mais manipulé par des entités non humaines. Et comme à tous les contactés, ces entités, pour que le contacté accroche, vont donner à la fois des informations authentiques et à la fois des informations fausses. Une des informations authentiques qui est la moins connue, c'est qu'elles ont dit à Georges Adamski où c'est que les entités se réunissaient. Et ces entités non humaines, qui littéralement marchent parmi nous en modifiant leur apparence, elles se donnaient rendez-vous dans un certain hôtel de Los Angeles. Et Timothy Good, dans les années 70 ou 80, quand il était jeune musicien, il était en déplacement à Los Angeles et il en a profité pour visiter l'hôtel décrit par Georges Adamski et il a eu un contact télépathique avec une entité très probablement d'origine non humaine. Est-ce que l'entité était blonde aux yeux bleus comme la décrivait Timothy Good réellement ou pas? C'est matière à... On peut se poser des questions, mais en tout cas, Timothy Good a eu ce contact avec cette entité non humaine, contact télépathique, qu'il décrit dans son livre. Donc de manière indirecte et de manière directe par des photos, des traces d'empreintes, le contact d'Adamski a été authentifié. Des écrivains comme Peter Knight ont également fait énormément de recherches sur le cas Adamski et se sont rendus compte qu'il était absolument sincère, mais leurré par les entités sans âme. Et Peter Knight a montré comment s'est fait le processus de leurre de Georges Adamski. Même si je ne suis pas d'accord sur l'origine des entités décrites par Peter Knight, son travail est remarquable. D'autres contactés ont également été leurrés par les entités non humaines. Howard Menger, par exemple, un autre contacté des années 50, pareil, contacté extrêmement sincère. Il y a Pierre Monet aussi. Il y a Pierre Monet, un contacté français. Et du reste, on a été à Courtezon, juste à côté d'Orange, où a eu lieu le contact de Pierre Monet. On s'est rendu sur place et c'est à souligner le lieu, la carrière maintenant où Pierre Monet a eu son premier contact est devenu un terrain militaire. Donc c'est extrêmement intéressant quand on comprend qu'il y a des accords entre le CMI et les entités sans âme, qu'il y a des accords qui ont été signés. C'est une précision quand même importante à donner. Donc, continuons sur ça. Howard Menger, là aussi, comme Adamski, un contacté sincère, qui a pris des photos qui ont été authentifiées. Et contrairement à ce que les gens disent, il n'a jamais menti. Simplement, à un moment donné, il a pris les distances avec les contacts parce qu'il comprenait que les entités le manipulaient. Il a compris, donc il s'est mis en retrait.
il le dit d'ailleurs dans son livre qu'il y avait un groupe d'entités manipulatrices qui manipulaient aussi les entités non humaines. Moi, je pense que les entités non humaines étaient ces entités manipulatrices. Mais en tout cas, il le précise. Et on va voir que Howard Menger, il a été totalement détruit des suites de son contact. Un petit peu plus près de nous, il y a énormément de personnes qui disent être en contact avec des entités issues de la Confédération galactique. J'ai écouté ces personnes sur Internet, il y en a énormément qui parlent sur Internet, je ne citerai pas de nom ici. Ces personnes sont sincères, claires, nettes et précises. Beaucoup sont aussi contactés et abductés en même temps. Et parfois, certains contactés sont sauvés d'abduction par, par certaines entités disant être de la Confédération galactique. Pour moi, c'est un jeu où les entités se montrent tantôt sous leur aspect réel, c'est-à-dire cet aspect de type gris, de type reptilien, tantôt sous un aspect modifié, c'est-à-dire l'aspect d'entité plus humaine de la Confédération galactique. Toujours est-il que ces contactés sont pour la plupart absolument sincères. Ça se voit l'émotion quand on les voit parler, quand on lit leurs livres, on voit qu'ils ont vécu une expérience authentique. C'est clair, c'est net et c'est précis. Certains ont même des preuves physiques. Ça ne s'imagine pas des choses pareilles. Très très peu de canulars à propos des ovnis, contrairement à ce que disent beaucoup de soi-disant rationalistes, très très peu de canulars. C'est des choses, quand les gens racontent un témoignage, leur témoignage est vrai. Par contre, il y a des canulars qui viennent du CMI et tout ça et qui sont là pour noyer le poisson. Mais c'est des canulars qui sont mis au point par les entités sans âme. En tout état de cause, tous ces contactés disant être en contact physique avec les êtres de la Confédération galactique ou se présentant comme étant de la Confédération galactique, leurs témoignages sont sincères, ça se voit. Et ces gens-là ont eu des contacts physiques avec des entités non humaines, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais beaucoup de ces personnes ont été manipulées par des entités qui se sont fait passer pour ce qu'elles n'étaient pas et qui jouaient parfois un double rôle, tantôt le rôle de entité abductrice, tantôt le rôle de confédération galactique. Mais c'est les mêmes entités derrière. Mais en tout cas, leurs témoignages sont sincères. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. En tout cas, le jeu des entités, c'est très ambigu parce que pour discerner tout cela, il faut vraiment connaître. Alors, comment on voit cet aspect, l'heure des entités? Comment on voit cet aspect, l'heure des entités? Déjà, les entités utilisent des noms qui sont des noms carrément de démons. Par exemple, Billy Mayer, là encore, contacté authentique. Il y a une très très bonne émission qui a été faite par Elisabeth de Caligny sur Billy Mayer qui montre que l'essentiel, ce qu'il disait, est authentique. Il y a aussi, le livre de Guido Mosbrugger qui démontre par A plus B l'authenticité du contact de Billy Mayer. Les photos de Billy Mayer sont également authentiques et il a été contacté physiquement par des entités non humaines. Mais Billy Mayer a été leurré par des entités non humaines, par des entités de type djinn, de type démon et archonte, à penser qu'il était en contact avec des entités, des pléjarins exactement, alors qu'il était en contact avec des entités sans âme qui se faisaient passer pour des soi-disant frères de l'espace ou soi-disant entités positives d'autres dimensions. Et par exemple, une des entités
qui a contacté Billy Mayer se faisait appeler Semyaz. Or, Semyaz vient de Semyaza, un démon, en fait, dans les textes apocryphes. De même, Il joue avec les il y a cette espèce de jeu ce jeu sur les noms, ça se retrouve dans les noms de contactés qui sont choisis. Par exemple, John Keel avait fait une enquête dans les années 60 et pendant plusieurs semaines, il y avait énormément de personnes qui étaient contactées, qui avaient le nom Williamson, même pendant plusieurs années. Et les Williamson étaient surreprésentés. Or, Williamson, c'est un nom qui est relativement peu fréquent aux États-Unis, il faut le savoir. Et un des contactés les plus célèbres, c'est George Hunt Williamson, par exemple. Donc, il y a ce jeu sur les noms. Puis après, John Keel a montré qu'après, c'est d'autres personnes qui portent d'autres patronymes qui sont enlevés en excès par rapport aux statistiques. Donc, il y a ce jeu sur les noms. Et on voit bien que l'humain est utilisé dans un espèce de jeu lors des contacts par des entités non humaines. C'est comme par exemple David Paulides a montré que lors de disparitions, il y a énormément de personnes d'origine allemande. En gros, il y a plus de personnes qui disparaissent dans les parcs nationaux américains qui ont une origine allemande que la moyenne. Donc, est-ce que c'est une expérimentation génétique? C'est très possible aussi parce que les disparitions dans les parcs nationaux sont très clairement liées au phénomène d'abduction et à la présence de cryptides et à la présence de vortex aussi, c'est multifactoriel. Est-ce que c'est un phénomène, est-ce qu'il y a cette connexion génétique ou est-ce que c'est un jeu de la part des entités non humaines? Parce que ce jeu sadique, ce jeu abominable se retrouve dans tous les cas de contact et c'est un jeu qui est là pour vampiriser les contactés. Et est-ce que ce jeu, on peut l'appeler les synchronicités? Justement, les entités manipulent la réalité et peuvent générer chez des contactés et chez des abductés des synchronicités artificielles. Témoignage très intéressant à voir, c'est le témoignage de Carissa Conti. Ça, c'est lié à la nature même de notre réalité qui fonctionne comme une simulation. Donc en 1965, pour te montrer un peu le jeu sur les mots, le jour de la mort de George Adamski, donc le 24 avril 1965 ou 64, je ne sais jamais, peu importe, un Anglais, Arthur Bryant, qui ne connaissait rien aux ovnis, a eu un contact et il a été contacté par une entité qui s'appelait Yamski. Donc on voit très bien le jeu sur le nom de George Adamski. Or, Arthur Bryant ne connaissait même pas George Adamski. Et elle lui a dit « Préviens Des ». Et « Préviens Des », c'est une référence à Desmond Leslie, qui a coécrit le livre avec Adamski. Donc, Arthur Bryant ne pouvait pas savoir cela. C'était quelqu'un qui n'était pas dans l'ufologie ni rien. Donc, on voit très très bien ce jeu sur les noms. Il y a un ufologue français, Jean Sider, si tu peux prendre le livre là, dans OVNI, les envahisseurs démasqués, par exemple, il démontre plein d'exemples de ce jeu sur les noms. Donc on voit très très clairement qu'il y a une espèce de jeu sur les noms, qu'on retrouve aussi d'ailleurs au niveau des contacts et qu'on retrouve à d'autres niveaux. Voir un petit peu nos différents podcasts sur Au-delà de l'illusion et tout ça, pour bien comprendre ce que l'on veut dire. Mais en tout cas, ce jeu sur les noms montre déjà une partie de la manipulation. Beaucoup de ces entités prennent aussi le nom de dieux anciens. Or, les dieux de l'Antiquité, les dieux vikings, les dieux grecs, et tout cela, c'était des entités sans âme, basiquement. Ça représentait des entités ou des groupes d'entités sans âme. Ils n'avaient absolument rien
de divin. Il y a des entités qui jouent sur le nom Thor, sur le nom Valtor par exemple, une entité qui se dit vénusien, qui continue du reste à contacter beaucoup de contactés et de channels, qui jouent sur le nom Thor. Ça c'est extrêmement important. Elles signent et les gens qui sont contactés par Valtor sont sincères, mais elles sont leurrées par l'entité toute soi-disant gentille et tout qui se fait passer pour Valtor. Donc on ne parle pas des contactés qui sont les manipulateurs, on parle bien des entités. Donc il y a cette espèce de jeu sur les noms qu'on retrouve un petit peu dans les contacts. Et Maurice Mas, par exemple, et parfois les entités manipulent la perception, manipulent les pensées. Lors du contact de Valençol, qui était pour moi du reste un souvenir écran qui masquait une abduction, parce que Maurice Mas avait toutes les caractéristiques d'abducté. On avait été sur le terrain et tout ça, mais en tout cas, il y a eu une énorme manipulation. Le contact de Maurice Mas, clairement, une réalité. Au lieu du contact, quand le champ est en jachère, l'herbe a beaucoup de difficultés à pousser. Donc ça, il faut le savoir. Et beaucoup de gens dans le village connaissaient Maurice Mas. On a parlé à Maurice Chassoul, qui était un très grand ami de Maurice Mas. On a aussi parlé à des gens qui étaient des amis de Maurice Mas, qui le connaissaient personnellement, ou dont les parents le connaissaient personnellement. Et c'était quelqu'un d'absolument sincère. Et quand on regarde son contact, on voit que les entités l'ont manipulé. Elles lui ont donné une impression d'une grande bonté et tout ça. Simplement, il a tout perdu suite à son contact. Déjà, la bêtise des gens faisait qu'il était ciblé de moqueries et tout cela. C'était absolument abominable. Donc il s'est renfermé sur lui-même. Oui. Il dormait énormément. Sa santé s'est dégradée suite à ce contact. Ce n'était pas une expérience positive. Donc on voit qu'il y a cette manipulation des entités qui cherchait à lui faire croire que l'expérience était positive. Mais le contact de Maurice Mas, authentique à 1000%. Mais encore une fois, les entités l'ont leurré et l'ont manipulé. Et cette manipulation par les entités, ça va extrêmement loin. Très souvent, les entités sans âme vont donner des prophéties à des contactés et à des channels, des prophéties qui sont parfois spectaculaires. Par exemple, il y a beaucoup de channels qui ont eu prédit des événements de l'actualité. Beaucoup de contactés aussi qui ont eu prédit des événements de l'actualité. Même John Keel montre comment la catastrophe de Point Pleasant, où en 1967 ou 68, peu importe, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, le pont à Point Pleasant, donc entre la Virginie occidentale et l'Ohio, s'est effondré suite à des contacts avec des entités qu'on pourrait appeler des cryptides, suite aussi à énormément de contacts avec des entités non humaines et tout ça, énormément de contacts dans cette région un an avant cette catastrophe. John Keel disait que beaucoup de contactés avaient prévu qu'il se passerait quelque chose le jour de la catastrophe de Point Pleasant. Mais ça, bien évidemment, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que dans le mainstream, il y a une envie de discréditer les contactés, mais pas de dire les vérités sur les contactés. Et les vérités, c'est que énormément de contactés avaient prévu qu'il se passerait quelque chose le jour de la catastrophe de Point Pleasant. Après, ils ne l'ont pas forcément prévu de la manière dont ça s'est passé, mais beaucoup avaient prévu qu'il se passerait quelque chose. Tu penses qu'ils annoncent c'est quelques vérités pour mieux leurrer? Ils annoncent des vérités pour mieux leurrer.
beaucoup de contactés et de channels parce que c'est les mêmes entités derrière les contacts, derrière les abductions et derrière la plupart des channels vont recevoir des prophéties qui vont se réaliser. Et beaucoup de contactés, de channels, la frontière est floue parce que des contactés peuvent devenir des channels et des channels peuvent avoir des contacts physiques. C'est pour. Et beaucoup de contactés de channel vont avoir des prophéties qui se réalisent, où ils vont prédire tel événement à tel endroit, parfois au jour près. Et surtout, beaucoup de contactés de channel vont développer des dons de clairvoyance, parfois vraiment impressionnants, où ils vont voir une personne qu'ils ne connaissent pas et lui parler de son passé et lui parler d'événements de l'avenir qui se réalisent. Et toutes ces prophéties sont une leurre des entités sans âme, parce qu'elles vont donner, par leur technologie, des prophéties et des dons de voyance qui paraissent authentiques aux contactés et aux channels. Pourquoi? Est-ce que ces dons sont synthétiques ou naturels? C'est des dons synthétiques qui sont liés aux technologies de ces entités. Et pourquoi les entités peuvent prévoir l'avenir? Tout simplement parce qu'elles ont généré cette fausse création, donc elles ont généré le temps. Tel qu'on le connaît, donc leur perception du temps est différente. Elles peuvent se déplacer dans le temps, dans le passé, comme dans le futur, dans les dimensions, dans les timelines. Donc pour elles, prévoir l'avenir, c'est une broutille. Donc elles donnent des éléments aux contactés, aux channels qui se réalisent. Et ce qui va se passer, c'est que tout cela, plus des pouvoirs psychiques synthétiques donnés entre guillemets comme des cadeaux empoisonnés aux contactés et aux channels, vont faire que le contacté ou channel va gagner en crédibilité et qui vont très souvent avoir beaucoup de gens qui vont venir les écouter, faire leurs prophéties et tout ça, vont leur écouter parce qu'ils ont le don de voyance, des pouvoirs psychiques et tout, et ils vont être manipulés dans certains cas par les entités à devenir des sortes de gourous. C'est même pas des gourous, des sortes de gourous par les entités, malgré eux. Et c'est ce qui arrive à beaucoup c'est ce qui arrive du reste à beaucoup de contactés. On voit littéralement le changement, on voit que quelque chose s'empare d'eux, ils deviennent des espèces de gourous et les gens les suivent. C'est la fausse lumière qui les envahit, qui les fait croire qu'ils ont des dons, etc. Tout ce phénomène, c'est une des facettes de la fausse lumière, parce que la fausse lumière, il faudrait des heures et des heures pour en parler, d'où une conférence de 4 heures sur la fausse lumière. Là, c'est 10% de la fausse lumière, ou 1% même de la fausse lumière, mais en tout cas, il y a cette invasion de fausse lumière. Parce que la vraie lumière, c'est pas du tout. La source n'envahit pas. Ça n'envahit pas, mais eux sont littéralement envahis. Ils ont le mot possédé par quelque chose. Et ce quelque chose leur donne, possédé partiellement bien évidemment, mais ce quelque chose leur donne des pouvoirs psychiques synthétiques, des dons de clairvoyance synthétique, etc. Par exemple, j'ai connu un contacté, et ce contacté qui a vu un contact télépathique avec un ovni, il avait développé des dons de médium suite à ce contact. Et ça, je l'ai vu faire et tout ça. Des choses qui prévoyaient, c'était vraiment impressionnant. C'était quelqu'un extrêmement discret et tout ça. Ben justement, on va voir que ça ne leur porte absolument pas bonheur dans la plupart des cas. Et donc beaucoup de contactés vont avoir ces dons, mais vont rester discrets, mais beaucoup vont devenir extrêmement médiatisés, hyper médiatisés, au moins dans le milieu alternatif. Et donc, ils vont être très souvent utilisés par les entités, par leurs dons et tout ça, et ils vont attirer un maximum de monde. Et donc, tout va bien aller pour ces contactés, ils vont avoir une certaine notoriété et tout ça,
jusqu'au jour, et ça c'est très important, jusqu'au jour où les entités retirent tout. Et là, c'est la catastrophe, c'est la chute. Et pourquoi, à ton avis, les entités le retirent tout d'un coup? Eh bien justement, on va y arriver. Mais par exemple, Georges Adamski a connu une énorme notoriété jusqu'à ce que le détail de Vénusien sorte. Et comme ça a été démontré, soi-disant, parce que même pour ça, il y a énormément de zones d'ombre, mais ça a été démontré, on va dire, pour que Vénus n'était pas habitable. Donc tout de suite, les gens ont dit Adamski a menti et tout ça. Et c'est ça qu'il a, littéralement détruit les gens. On pensait que c'était un menteur et tout ça. Or, ce n'était pas un menteur. Il a été manipulé par les entités non humaines, et ce détail de Vénusien et d'autres détails l'ont littéralement détruit. Jimmy Gueux, dans les années 90, avait remarqué ça. Il disait que dans la plupart des contacts, les entités donnent les informations au contacté, mais donnent aussi pour que le contact s'autodétruise, et donc pour détruire le contacté. Alors pourquoi les entités font cela? Parce qu'elles jouent avec le contacté et avec l'audience du contacté. Elles utilisent le contacté pour qu'un maximum de personnes suivent, écoutent ce que disent le contacté, pour vampiriser l'énergie de dévotion des masses, et elles se nourrissent de cela. Ensuite, elles se nourrissent de l'énergie du contacté, elles l'utilisent comme un pion, et puis ensuite, elles le lâchent. Donc, elles se nourrissent ensuite de la destruction du contacté et de la colère, très souvent, des personnes qui ont suivi le contacté. C'est un espèce de jeu absolument affreux de ces entités. Mais le but derrière tout cela, c'est le vampirisme. C'est une envie de détruire, de vampiriser le contacté. Et ça peut aller vraiment extrêmement loin. Et ensuite, beaucoup de contactés vont tomber malades suite à leur contact. Par exemple, les deux contactés dont j'ai parlé, puisque il était avec son frère quand le contact a eu lieu, le frère de ce contacté est tombé malade et a failli mourir. Heureusement qu'il s'en est sorti. Et ce contacté qui était quelqu'un d'extrêmement connu dans son domaine, toute sa carrière a été détruite suite à ce contact. Après énormément d'autres problèmes et tout, et ça porte un nom. John Keel appelle cela le syndrome du contacté. Georges Adamski, après ses contacts, tout le monde dit s'est fait un maximum d'argent et tout ça. Non, il a perdu beaucoup d'argent, il est mort sans un sou, il a perdu sa santé. Du reste, la mort de Georges Adamski, selon le témoignage de Lou Zinstag, est extrêmement suspecte. Howard Menger aussi, suite à ses contacts, il a divorcé de sa première femme. Après, il a rencontré sa seconde femme qui est restée avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Il a perdu aussi son affaire, son argent, et surtout, son fils est décédé d'une maladie rare à un âge extrêmement jeune, 7 ou 8 ans. Donc ça, c'est typique du syndrome du contacté. Paul Villa, un contacté américain, lui aussi a tout perdu. Après avoir pris des photos authentifiées d'OVNI, il a tout perdu et sa maison a brûlé. Et il y a d'ailleurs, selon John Keel, beaucoup d'incendies qui sont associés avec les contacts. Or, quand on lit la littérature sur les djinns, on se rend compte que les djinns sont du feu sans fumée, et donc ils peuvent, sous certaines conditions, provoquer des incendies, notamment en passant
de leur dimension à notre dimension. D'ailleurs, Larry Arnold, le spécialiste américain des combustions spontanées que j'ai eu la chance d'interviewer, parle de ce lien entre certaines combustions spontanées et la présence d'entités non humaines, parce que les entités non humaines semblent à la fois prendre forme physique, même si une physique différente, même si la forme physique relève de lois différentes de nos lois de la physique, elles peuvent aussi s'inclure dans cette réalité et elles peuvent aussi prendre des formes plasmatiques. Donc, Même si c'est une physique différente. mais c'est une physique C'est absolument différente, mais les entités sont physiques. C'est ce que disait du reste George Adamski, les entités qu'il rencontrait étaient physiques comme la table posait cet ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Il y a cette espèce de syndrome du contacté. Oui, il y a une dame qui nous a témoigné après avoir eu un contact. Elle a été vampirisée pendant un an. Elle est restée malade pendant un an, elle ne pouvait pas se lever. Parce qu'il y a cet aspect vampirisme derrière les contacts. Et elles détruisent la vie des contactés, elles jouent avec la vie des contactés parce qu'elles se nourrissent de la destruction du contacté. Et ça, ce syndrome du contacté, ça va extrêmement loin. Beaucoup de channels aussi, beaucoup de channels vont avoir le même phénomène, cette même destruction par des entités non humaines. Quand on regarde beaucoup de channels qui disent être en contact avec des frères de l'espace, beaucoup d'entre eux sont en mauvaise santé, ont énormément de problèmes familiaux, beaucoup de problèmes financiers, et on pourrait penser que les soi-disant frères de l'espace les aideraient, mais ils ne les aident pas. Au contraire, on peut penser que ces entités provoquent leur destruction pour se nourrir de leur destruction. Pourquoi? Parce que l'on a affaire à des entités qui sont des vampires psychiques, des entités qui sont des vampires physiques et des vampires psychiques, puisqu'elles sont associées aussi à des phénomènes de disparition. Mais ce sont des entités qui détruisent. Donc on peut voir le scénario des contacts comme cela, si on ferait quelque chose de global. Les entités cherchent en premier lieu à avoir une sorte de consentement du contacté. Donc, elles se présentent sous une forme humaine ou sous une forme rassurante. Par exemple, les êtres vus par Maurice Mas n'avaient pas l'air de gris ou d'entités menaçantes, humains, mais des humains de petite taille. Donc, les entités se présentent sous un aspect rassurant. Si parfois il y a des contacts aussi avec des entités d'aspect non humain, mais elles vont donner aux contactés des mots doux. Elles vont flatter l'ego du contacté. Pour le channeling, c'est pareil. Quand les entités sans âme contactent un channel, elles flattent très souvent l'ego du channel ou l'ego de la personne qu'elles veulent atteindre par l'intermédiaire du channel. Par exemple, quelqu'un que je connaissais avait contacté un channel et par l'intermédiaire de ce channel, des entités qui se faisaient passer pour des maîtres ascensionnés lui ont dit en gros que c'était un être divin. Toujours est-il que cette personne continue à contacter l'entité ou le groupe d'entités qui se faisait passer pour des maîtres ascensionnés par l'intermédiaire du channel, mais que ces entités ont fini par littéralement détruire la santé de cette personne. La personne a failli mourir des suites de son contact. Heureusement qu'après elle a pu être soignée et tout ça, mais elle a failli en mourir. Donc je parle de ce cas dans notre dernier livre, Les marionnettistes derrière le rideau,
Donc, je ne vais pas y revenir dessus, mais c'est bien comprendre jusqu'où va le syndrome du contacté. Et ça c'est donc, premièrement, les entités vont se présenter très souvent au contacté, si c'est en physique, sous des aspects humains ou des aspects non menaçants pour leurrer le contacté quelque part à consentir à elle. Si c'est des entités qui communiquent par channeling, elles vont flatter l'ego du channel ou de la personne ciblée par l'intermédiaire du channel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour continuer à leurrer le contacté, elles vont donner des vérités au contacté. Ça peut être quelques vérités sur la nature de la réalité, ça peut être quelques vérités spirituelles, quelques vérités scientifiques, ça peut être aussi quelques vérités personnelles, ça peut être par exemple des dons de voyance et de prophétie qui se réalisent et tout ça, mais elles vont continuer à flatter l'ego du contacté ou du channel et surtout le rassurer pour renforcer le consentement. Donc, tout paraît beau, tout paraît rose, et parfois, les choses vont s'améliorer de manière très temporaire pour le contacté, pour le channel. George Adamski, par exemple, qui était très branché dans la théosophie et tout ça, d'ailleurs tout cela est contrôlé par les entités sans âme, les entités sans âme ont commencé à valider certaines de ses croyances pour justement le flatter. C'est comme ça qu'elles ont commencé à le leurrer. Ensuite, lors de ces contacts, elles lui ont laissé prendre des photographies authentiques, donc ça l'a encore plus flatté et tout ça. Puis après, les entités ont flatté son ego, donc il a beaucoup aimé. Pour Howard Menger, c'est un petit peu le même schéma. Elles ont même donné à Menger des plans pour des machines à énergie libre et tout ça, qui d'ailleurs fonctionnaient. Il faut bien le souligner. Donc, tout cela a flatté l'ego décontacté. Pour les channels, les entités vont également flatter leur ego et leur donner des choses qui les rassurent et aussi, et c'est très important, des faits réels. Si elles veulent utiliser un contacté ou un channel pour vampiriser un grand nombre de personnes, les entités vont donner au contacté ou au channel un message qui parle à un grand nombre de personnes. Très souvent, c'est un message qui a rapport avec le programme du faux sauveur externe, ou bien un message qui est lénifiant, un message qui flatte l'ego des personnes qui vont écouter, le contacter, le channel. Et puis, les entités vont commencer à donner, d'une manière ou d'une autre, très souvent, des pouvoirs psychiques. Psychiques, donc dans le sens de dons de voyance synthétiques ou des pouvoirs psychiques synthétiques, des dons de télékinésie, télépathie, totalement synthétiques. Et parfois, ça va aller très loin. Et tout cela va encore plus leurrer le contacté channel à consentir aux entités, et ça va attirer un large auditoire qui vont avoir une dévotion quasi religieuse pour ces entités sans âme. Et ça va être fait pour vampiriser l'énergie du channel contacté et de son auditoire. Et puis après, et c'est là où la catastrophe arrive, où les entités retirent tout, et là, le contacté est détruit. Les gens qui suivent le contacté vont très souvent après se disputer entre eux et être aussi d'une manière ou d'une autre détruits. Et tout cela, ça va nourrir
les entités sans âme, ou alors plus sournoisement, les entités sans âme vont commencer à détruire le contacté. Elles vont d'abord l'atteindre au niveau de ses finances. Beaucoup de contactés de channel perdent leur argent, perdent leur maison, ils perdent tout. Et ça, c'est parce que les entités sans âme manipulent la réalité pour les détruire, parce qu'elles se nourrissent de ça. Ensuite, c'est la destruction de la famille. Beaucoup de channels vont voir leur couple voler en éclats. Beaucoup de contactés vont voir leur couple voler en éclats. Ça a été le cas d'Howard Menger, ça a été le cas de beaucoup d'autres contactés qui ont vu leur couple voler en éclats. Beaucoup de channels aussi, leur couple vole en éclats et ils se retrouvent de plus en plus seuls. Donc il y a les entités qui vont isoler le contacté, isoler le channel qu'elles ont leurré. Est-ce qu'elles le font plus par Et ça, c'est le travail d'Eve Lorgen qui montre ça. Oui. Regarde l'affaire de Ted Rice, par exemple. Lui, il s'est fait leurrer par les entités. Il y a des membres de sa famille qui sont morts. Heureusement qu'il a compris et qu'il a dit stop, j'arrête aux entités. Est-ce qu'elle manipule plus par perception ou elle manipule un peu par plusieurs façons? Elles manipulent par plusieurs façons parce qu'elles sont capables de modifier physiquement leur apparence tout en travaillant la perception du contacté. Donc, elles agissent sur les deux domaines et elles peuvent en plus modifier la réalité par des synchronicités artificielles. Et tout cela, on rentre dans tout ce qui est effet Mandela et tout ça. Et on rentre dans la nature même de notre réalité, qui est une réalité qui fonctionne comme une simulation. Donc, après, il y a cet isolement du contacté. Après, d'une manière ou d'une autre, les entités sans âme vont ou leurrer le contacté à consentir à être possédé, et là, le contacté possédé va ou devenir là un véritable gourou. Donc, ça, il y en a eu énormément. On n'est pas là pour nommer, ou bien le contacté, ou le contacté ou channel va devenir totalement, va perdre ses moyens de devenir totalement fou. Il faut le dire. C'est-à-dire que cette personne devient complètement possédée. Complètement possédée. Parce que les entités, ensuite, d'une manière ou d'une autre, elles leurrent la personne à consentir à elles, parce qu'elles peuvent se manifester à la fois sur le plan physique, mais elles peuvent aussi s'inclure dans cette réalité et posséder l'esprit des gens. Elles peuvent se manifester à plusieurs niveaux, puisque cette réalité fonctionne pour elles comme une simulation. Donc très souvent, elles finissent par détruire le contacté, par détruire le channel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement tragique. John Keel, dans ses livres, parle de nombreux exemples de personnes qui ont été totalement détruites par ces entités. Et puis après, parfois les entités choisissent d'attaquer la santé de la personne. Et là, c'est un vampirisme psychique constant. C'est des maladies comme des maladies chroniques, des cancers, des maladies neurodégénératives qui se déclarent et qui finissent par tuer le contacté, le channel et aussi beaucoup d'abductés. Par exemple, Eve Lorgen a parlé d'un grand nombre de contactés qui sont tombés malades et certains sont même morts des suites de leur contact. John Keel parlait déjà du lien entre contactés et maladies chroniques, donc dans les années 60, 70, littéralement qui tombaient malades et parfois mouraient des suites de leur contact. Les deux contactés que j'ai connus, un des deux a développé un cancer, heureusement,
qu'il a été guéri, mais ça, c'est très certainement lié à c'est très certainement lié à son contact. Euh, des, des chercheurs aussi comme Barry Fitzgerald et Nathaniel Gillies parlent de toute cette destruction en règle du, du contacté et du channel. Oui, mais c'est subtil puisqu'elles ne détruisent pas d'un coup. C'est ça, toute la subtilité C'est une de destruction, vampirisation de l'énergie à petit feu. jusqu'à la destruction. Alors, je ne dis pas que ça arrive à tous les contactés, mais ça arrive à ça arrive à beaucoup de contactés. Et on retrouve d'ailleurs ces mêmes choses chez les médiums, chez certains témoins de créatures cryptozoologiques et tout ça, mais ça c'est encore autre chose. Mais disons qu'on voit que c'est les mêmes entités qui sont derrière. On retrouve ce phénomène de destruction, de vampirisme chez les abductés. Donc on voit que c'est le même phénomène qui est derrière. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre pour comprendre le phénomène des contacts. Et justement, quel est le but de tout ça? Quel est le but de tout ça? De tout ça et comment déjouer aussi ce vampirisme, puisque, à mon sens, il faut connaître pour être conscient et pour ne pas être vampirisé. Alors, déjà, pendant très longtemps, tu vois, je pensais qu'il y avait un but précis derrière le plan de ces entités. Et effectivement, il y a des buts précis. Le transhumanisme, la mise en place des interunivers et tout cela, le phagocytage des âmes. Il y a ce but précis. Mais il y a d'autres aspects où il n'y a pas de but. Par exemple, quel était le but de détruire Georges Adamski? Quel était le but de ces entités de détruire la vie d'Howard Menger? Quel était le but de ces entités de donner des cancers à des contactés? Quel était le but de ces entités? Quel est le but de ces entités même de manipuler comme ça des contactés et tout ça? Il n'y a aucun but, aucun but en tout cas perceptible. Donc, je me pose de plus en plus la question si le seul but de ces entités, ce n'est pas le vampirisme. En tout cas, s'il n'y a pas à la fois des buts très précis, mais aussi un aspect vampirisme. Un aspect jeu abominable où les entités se nourrissent des contactés. Et ça, c'est vraiment quelque chose à tenir en compte parce que cette notion de jeu absolument abominable, des personnes comme Carissa Conti, qui est une abductée, ont commencé à y arriver, mais aussi des pionniers comme John Keel, des pionniers aussi comme Charles Fort, parlaient déjà de cela. Et je pense qu'ils ont touché à quelque chose d'extrêmement important, même s'il faut encore comprendre plus, mais faire le mal pour faire le mal. Voilà, c'est quelque chose. C'est faire le mal gratuitement. Un jeu absolument sadique. C'est le vampirisme. Donc, tu as dit comment déjouer ça. C'est déjà du discernement. Qui n'est pas facile, puisque comme c'est à plusieurs niveaux, ce n'est pas du tout évident. Et à mon sens, il faut beaucoup de connaissances pour déjouer tous ces pièges. Oui, parce que déjà, si tu regardes sur 100 personnes dans le milieu de l'alternative, déjà, il y en a 90 qui ne considèrent même pas les contacts. Oui. Ensuite, sur les 10 qui qui ont l'ouverture d'esprit de considérer les contacts, parce que les contacts sont une réalité, mais combien de personnes admettent même ces contacts? Et sur les 10 qui admettent les contacts, 9 vont dire
que c'est quelque chose de positif, que c'est des soi-disant frères de l'espace et tout. Donc en gros, l'information ne circule pas. Même l'information qu'on donne, elle circule extrêmement peu. L'information d'autres chercheurs qui ont compris cela, Wayne Bush par exemple, Ça ne circule pas Jerry assez. Marzinski, Pas leur assez. information circule très peu. En France, l'information de personnes comme Il y a très peu. Margret et tout ça, ça ne circule pas suffisamment parce que cette information est taboue. John Keel, par exemple, certes, aux États-Unis, il était plutôt connu dans les années 60-70, mais maintenant, qui entend parler de John Keel? Jimmy Gueux aussi, qui avait compris en grande partie cet aspect manipulation. Qui le connaît? Maintenant, très peu de personnes. Cette information, c'est un tabou. Pourquoi? Parce que ça ne plaît pas aux gens, ça ne fait pas appel au programme du faux sauveur externe. Donc c'est déjà avoir un discernement et savoir, et ça ce n'est que mon opinion, je peux me tromper, mais moi je pense que 90% du channeling et 99% des contacts sont faits par des entités sans âme. Après, il y a 10% de channeling qui va au-delà, 10% de channeling qui vient de ce qu'on pourrait appeler d'être de la vraie lumière, qui vient de la source, du moi supérieur, peu importe. Mais 90%, ça vient des entités sans âme. Et pour les contacter, je pense que c'est 99%. Il y a peut-être 1% de contacts qui sont des contacts avec des entités neutres, mais pas forcément plus spirituellement avancées que nous. Donc c'est déjà, quand il y a un contact avec une entité, que ce soit contact physique ou télépathique, beaucoup de discernement, parce que la plupart sont des leurres d'entités non humaines, des entités qui sont extrêmement dangereuses, qui sont des entités vampiriques et prédatrices de l'espèce humaine. Et ensuite, c'est au niveau individuel et au niveau collectif, c'est faire un travail sur soi, se créer son propre bonheur dans le quotidien, qu'on soit contacté ou pas, pour vibrer au-delà de ces entités, pour créer une réalité qui est incompatible avec la manipulation de ces entités et transmettre ça à un maximum, ce bonheur à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà de ce système de contrôle des entités sans âme, parce qu'on est des êtres créateurs et les entités sans âme nous utilisent pour créer la réalité qu'elles veulent. Mais si on se crée notre propre bonheur par des choses simples dans le quotidien, ne serait-ce que prendre un café avec un ami, ne serait-ce qu'aller promener en forêt et tout ça, faire les choses que l'on aime dans le quotidien et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes, ne serait-ce que par un sourire, que en disant un mot gentil à quelqu'un, on finit par, de fil en aiguille, bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on finit de fil en aiguille à créer une réalité incompatible avec la manipulation des entités sans âme. Mais on crée une réalité humaine, mais ça passe par un travail sur soi, ça passe par l'information et ça passe par se créer son propre bonheur. Et c'est très souvent des choses simples, mais tout est fait pour qu'on oublie le simple. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour des nouveaux podcasts. Au revoir, merci beaucoup, au revoir.